Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes du Média. Pour l'entretien d'actu du jour, on va se poser une question. La France-Afrique est-elle morte? Emmanuel Macron nous l'assure depuis plusieurs années, mais à voir la manière dont la France continue de recevoir certains dirigeants africains, on peut légitimement se poser la question. Il y a quelques jours, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema était reçu à Paris par Emmanuel Macron pour une visite de 3 jours, une réception en grande pompe, comme pour rappeler que le Gabon reste un pays stratégique pour la France. Mais pourquoi Paris accorde-t-elle autant d'importance au Gabon? Emmanuel Macron cherche-t-il à préserver ce qu'il reste de l'influence française sur le continent, alors que la France a été chassée de plusieurs pays du Sahel? La France-Afrique a-t-elle réellement disparu ou s'est-elle simplement adaptée à un nouveau contexte géopolitique? Car pendant que la France perd du terrain au Mali, au Burkina Faso, au Niger, de nouvelles puissances avancent leurs pions, la Russie, bien sûr, la Chine et la Turquie. Et face à cette concurrence, Macron tente-t-il de sauver ce qui peut encore l'être? Mais cette relation ne repose pas uniquement sur la volonté de la France. Certains dirigeants africains continuent aussi de chercher à entretenir des liens privilégiés avec Paris pour obtenir quoi? Une reconnaissance internationale, des investissements, une forme de protection politique? Alors, qui a encore besoin de la France-Afrique? La France pour maintenir son influence en Afrique ou certains dirigeants africains pour préserver leurs propres intérêts? Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Camille Le Saffre, membre de l'association Survie. C'est parti pour l'entretien. Camille Le Saffre, bonjour. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'association Survie? Bonjour, merci de nous recevoir. Donc Survie, c'est une association qui existe depuis 1984 et qui milite donc contre le néocolonialisme français en Afrique et dans les territoires dits d'outre-mer, sous toutes ses formes, que ce soit le pilier militaire, économique, culturel. Donc on a popularisé le terme de France-Afrique pour dénoncer justement cette domination, cette asymétrie qui est maintenue. Et donc on a plein de moyens d'action différents. On est dans des actions en justice, on fait beaucoup de recherches. On est dans des démarches aussi pour demander l'ouverture d'archives sur des crimes coloniaux français, par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment cette lutte contre la France-Afrique et contre aussi la reconfiguration de celle-ci qu'on observe aujourd'hui, quoi. Alors justement, pourquoi, selon toi, Emmanuel Macron a reçu Brice Oligui Nguema avec autant d'égards? Alors c'est vrai que quand on regarde l'histoire des relations entre le Gabon et la France, on comprend tout de suite ce que c'est que le système France-africain. Donc le Gabon a toujours été une ressource géostratégique très importante pour la France, parce que c'est un pays qui est riche en minerais stratégiques, c'est un pays qui est riche en bois, en forêt, en hydrocarbures également aussi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en fait les relations entre la France et le Gabon, elles ont plus toujours relevé d'une gestion d'intérêts privés plutôt que d'une relation d'État souverain d'égal à égal, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est hyper intéressant aussi. Le hasard du calendrier fait que cette rencontre a eu lieu 6 jours après le 14 juillet, donc la fête nationale française, au cours de laquelle donc, Emmanuel Macron a fait un discours aux armées dans lequel c'était un discours vraiment passionné sur la paix et sur le fait que la République française chérit le droit et la liberté. Déjà, pour un régime qui s'est compromis en armant un génocide à Gaza, c'est quand même questionnable. Mais ensuite, de voir que 6 jours après, le pays des droits de l'homme déroule le tapis rouge à un général putschiste qui s'est fait réélire à 94% avec donc un score de dictature soviétique. Un dictateur aussi qui s'est taillé, on va dire, un régime sur mesure avec des ordonnances pour concentrer les pouvoirs aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oligui Nguema a plus de pouvoir que le clan Bongo à l'époque. L'Assemblée nationale ne peut même plus le destituer. Et vraiment, il est chef du gouvernement, il est chef de la magistrature. Enfin voilà, il y a vraiment une concentration des pouvoirs qui est antidémocratique au possible. Il y a aussi une répression qui est féroce, avec du coup une censure absolument effarante sur les réseaux sociaux, une coupure des réseaux sociaux carrément sur ordonnance, pour museler le peuple gabonais. Il y a aussi de la torture qui est documentée. Enfin, il y a vraiment une répression
qui est en violation du droit international et national, et qui pose question du coup sur cette coopération française qui est maintenue coûte que coûte, et qui va du coup qui contredit les annonces d'Emmanuel Macron sur une République française qui serait à l'avant-garde de la défense du droit, de la liberté, puisque déjà les Gabonais ne sont pas maîtres de leur propre destin politique, puisque la France a placé tous les régimes successifs depuis la décolonisation. Les Gabonais ne bénéficient pas non plus de la rente des ressources naturelles qui sont présentes sur leur sol, puisque ce sont les entreprises françaises qui se font une rente, qui bénéficient de ça. D'ailleurs pour ça, entre autres, dans on pense qu'Emmanuel Macron aussi déroule le tapis rouge à Oligui Nguema, c'est les minerais, tu viens de le dire, les ressources naturelles gabonaises, et notamment le manganèse, que la France, sur lequel la France a un œil et veut justement garder. Tu le disais également, la répression, c'est vrai que Emmanuel Macron reçoit, tu l'as très bien dit, un putschiste après 50 ans d'ère de la famille Bongo, en tout cas au pouvoir au Gabon. Et notamment en termes de répression, on peut se demander si ça a dû être abordé, j'imagine que non, mais pendant cette réception-là. Comment, en fait, finalement, les relations entre la France et le Gabon sont? Est-ce que le fait de passer de Bongo à Oligui Nguema, même si on peut rappeler qu'Oligui Nguema était aussi ministre, était déjà au pouvoir, enfin, plus ou moins dans les arcanes du pouvoir pendant l'ère Bongo, est-ce que la nature de leur relation a changé ou on est dans une sorte de continuité quand même? C'est vrai qu'il faut toujours aller creuser derrière les annonces de rupture, de renouvellement des partenariats quand on parle de la France avec ses anciennes colonies en Afrique. Et effectivement, là, ce qui se caractérise, c'est vraiment une continuité totale entre le régime Bongo et le régime actuel d'Oligui Nguema. Il faut savoir qu'en fait, il y a 90% des effectifs du régime Bongo qui sont restés avec Nguema. Donc on est vraiment dans une continuité. Nguema qui était vraiment très proche de l'ancien président, la garde présidentielle même. Et c'est aussi ça qui caractérise le deux poids deux mesures dans la politique française, c'est que les nouveaux régimes au Sahel sont considérés comme des dictatures. Les généraux qui sont membres de l'AES, donc de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, sont considérés comme des dictateurs, des putschistes. Les relations diplomatiques ont été rompues. Tandis que là, pour le coup, c'est vrai que le nouveau régime gabonais n'a jamais annoncé sa volonté de se distancer, on va dire, des intérêts français. Et je pense que ce qui caractérise aussi le régime de Nguema, c'est que lui, il arrive un peu plus à tirer son épingle du jeu, on va dire, de la multipolarité du monde, puisqu'il a réussi à diversifier ses partenariats, donc avec les Russes, les Chinois, les Turcs, comme tu le mentionnais aussi. Mais ça reste quand même un régime qui rend service aux intérêts français, qui poursuit on va dire, l'offre du Gabon aux entreprises françaises les plus offrantes. Donc, on est vraiment dans une opération de blanchiment mutuel entre le régime gabonais et le régime français, dans le sens où ces allures de relations renouvelées permettent à la France de se poser, on va dire, comme une puissance qui aurait tiré au clair son passé colonial. Et ça lui permet de s'assurer aussi un accès privilégié, donc comme je disais, aux ressources naturelles du Gabon. Et pour le régime gabonais, c'est une forme de légitimation de ce régime autoritaire et violent sur le terrain. Et effectivement, donc c'est aussi, cette question de la manganèse. Pourquoi donc le Gabon est aussi précieux à la France aujourd'hui? La manganèse, en fait, c'est un minerai qui est indispensable à la métallurgie. Et donc, qui, je pense, est indispensable à l'industrie de défense. Et donc, on comprend aussi avec les annonces absolument belliqueuses d'Emmanuel Macron le 14 juillet que le Gabon est nécessaire à préparer les guerres à mener de la France. Et donc, on comprend déjà la place centrale que la France opère dans la militarisation globale et la course à la guerre qu'on observe aujourd'hui, mais aussi la course à la guerre intérieure, donc à la répression, puisque un des sujets aussi de cette rencontre entre Macron et Nguema, c'était l'avenir du camp Libreville, donc du camp militaire. Et si c'est vrai que les débats en France se sont beaucoup concentrés sur le déclin de l'armée française en Afrique, les pertes de position, la rétrocession des bases,
base. En fait, ce qu'on observe, c'est que au Gabon, il reste une centaine de militaires français. Et que là, on s'oriente plutôt vers un camp de formation, d'instruction, et que du coup, dans le pays, il reste des coopérants, il reste des formateurs, il reste des instructeurs. Et donc, en fait, les liens militaires, politiques et économiques entre la France et le Gabon sont loin d'être en déclin. La France reste le premier fournisseur du Gabon, avec une part de marché d'environ 25%. Il y a une centaine d'entreprises et leurs filiales qui continuent à faire des affaires comme business as usual dans le pays, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les intérêts français qui seraient bien protégés dans le pays. Et pour le Gabon, parce qu'il y a aussi une ligne de chemin de fer que la France doit rénover, c'est ça aussi. Donc l'intérêt aussi de Oligui Nguema, c'est de faire en sorte qu'il garde de bonnes relations avec la France pour notamment, entre autres, mais cette ligne de chemin de fer à rénover. Oui, c'est ça. Et donc, on retrouve toujours un peu les mêmes acteurs. C'est toujours un peu les mêmes banques françaises. Il y a toujours l'AFD ou ses filiales privées qui sont impliquées dans ce genre de projet. Et effectivement, du coup, ça permet aussi de donner l'opportunité sous couvert de développement, en fait, qui serait bénéfique à la population française, en fait, de juste garantir, alors soit une accumulation de profits pour des intérêts privés, soit, comme je disais, une accumulation de capital aussi d'influence, que ce soit pour le régime gabonais ou français. Mais effectivement, ce chemin de fer, je pense qu'il va moins profiter aux gens qu'à la manganèse qui sera transportée. Oui. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de le rénover. Donc là, quand on t'entend, et dans ce qu'on voit, Emmanuel Macron avait dit au début de son mandat, ou à un moment donné en tout cas, qu'il souhaitait tourner la page de la France-Afrique, que lui-même était comme cette génération de jeunes Africains, il n'avait pas connu tout ça, donc il souhaitait passer à autre chose. On se rend compte, quand on t'écoute, que c'est plutôt il n'a pas tenu promesse. Qu'est-ce qui n'a pas changé, en tout cas, ou s'il y a des changements, quels ont été les changements dans la relation entre Macron et les pays africains ? Peut-être que oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se focaliser sur, comme je disais, la rupture, les changements, les renouveaux, alors qu'en fait, il y a vraiment une continuité. Donc, comme je disais au début, il y a vraiment ce 2 poids 2 mesures, cette compréhension à géométrie variable du droit international et des libertés fondamentales. Vraiment, le message qui est envoyé avec cette poignée de main entre Macron et Nguema, c'est que la liberté et le droit des Africains et des Africaines vaut moins que la préservation de l'influence et des intérêts géostratégiques français et le profit personnel aussi du clan à la tête de l'État gabonais, quoi. Donc voilà, ce 2 poids 2 mesures, cette compréhension à géométrie variable du droit, et aussi, on va dire, la signature d'accords qui organisent donc à la fois une convergence d'intérêts entre les dirigeants français et gabonais, mais toujours dans une forme d'asymétrie. Parce que c'est vrai que là, donc, les principaux accords qui ont été discutés pendant cette visite, qui concernent le militaire, comme tu le disais, la gestion de cette voie de chemin de fer pour l'exploitation de la manganèse et l'exploitation de minerais. Ouais. En fait, ça, ce sont comme je disais, des accords gestion d'intérêts privés. Et du coup, encore une fois, les intérêts des entreprises françaises prévalent sur la bonne gouvernance, sur la dignité de la vie des Gabonais, Gabonaises. Et tout ça aussi, donc à la fois avec des mécanismes qui sont officiels, donc des signatures d'accords, des documents légaux qui encadrent ces relations-là, et aussi des ressorts un peu plus obscurs. Je sais que beaucoup d'entreprises françaises présentes au Gabon, notamment Perenco, donc grosse entreprise d'exploitation de pétrole, est visée par des plaintes pour non-respect de la législation en termes de droits humains, droits environnementaux. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Gabon a un problème de pollution, mais son premier problème, c'est la pollution des entreprises françaises. Donc voilà, cette asymétrie en fait qui profite aux intérêts français au détriment des populations gabonaises, quoi. Donc voilà, et en fait, toute l'autoritarisme et la répression à l'intérieur du pays, elle est soutenue, elle est entretenue, son impunité aussi est entretenue par cette politique française de coopération, de légitimation. Et je pense qu'on peut aussi citer la complicité d'instances multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale, qui octroient des prêts
aussi à ce régime hors la loi. Et des banques françaises aussi. La Société Générale a octroyé un prêt de 1,5 milliard d'euros récemment aussi à ce régime totalement hors la loi aussi. Donc en fait, s'il y a de la corruption en Afrique, c'est aussi parce qu'il y a des corrupteurs. Et donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment le système france-africain. Et on en revient vraiment à ce cœur-là de, comme je disais, une opération de blanchiment mutuel. Et comment on explique alors, Camille, que d'autres pays ont décidé de se détacher de la France? On les citait tout à l'heure, le Mali, Burkina Faso, Niger. Pourquoi la France, sur ces pays-là, elle a perdu du terrain? Est-ce que finalement, tous ces accords commerciaux, ou en tout cas qu'on peut retrouver avec le Gabon, pourquoi ces pays-là ont décidé de se détacher de la France? Je pense que déjà, un obstacle à la compréhension de ça en France, c'est l'absence de bilan réel de l'opération Barkhane. La France a été en guerre pendant une décennie au Sahel contre une menace terroriste qu'elle était censée neutraliser et qu'elle n'a pas du tout permis de diminuer. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on rappelle assez peu en France, c'est que pourquoi il y a eu des putschs dans les pays qui ont été concernés par l'intervention militaire française, c'est aussi parce que la stratégie du tout militaire qui a été plaquée par la France sur une crise qui était multidimensionnelle, qui était sociale, qui était économique, a permis en fait à donner aussi du poids social aux militaires dans ces pays-là. Et c'est ça qui a aussi concouru à rassembler les conditions favorables pour des putschs aussi, quoi. Donc la France a participé à donner du poids politique aux militaires dans ces pays-là. Et donc on peut pas faire les étonner maintenant quand on les voit arriver au pouvoir, quoi. Comment la France réagit à ça? Est-ce que ces régimes-là, ou en tout cas les chefs d'État de ces pays-là, parviennent toujours à garder cette distance et à pas tomber dans le jeu français? Ah oui, et donc c'est vrai que l'absence de bilan honnête, voilà, de la débâcle, aussi des exactions que l'armée française a pu commettre dans ces pays, a généré donc ce qu'on a appelé en France un sentiment anti-français, mais qui est plutôt en fait une critique légitime de la politique française dans ces espaces-là. Et c'est vrai que donc du coup la France, je pense qu'il y a une stratégie à la fois de ces dirigeants-là de se placer en leader anticolonial, anti-France-Afrique, mais pour tomber dans la dépendance avec un nouveau partenaire qui est la Russie, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait on observe plusieurs stratégies. Donc c'est vrai qu'au Sahel il y a eu cette stratégie de se défaire de la puissance coloniale pour retomber dans une forme de dépendance à un nouveau partenariat. Tandis que, comme je le disais, au Gabon, il y a un peu cette plus grande marge de manœuvre, on va dire, pour un peu tirer son épingle du jeu des nouvelles rivalités inter-impérialistes. Donc ouais, ça dépend un peu aussi des conditions matérielles de ces États-là, qui peuvent nouer des alliances opportunistes ou pas en fonction de la conjoncture. Et je pense aussi que effectivement la France a peut-être eu un excès de confiance aussi dans son ancien précaré. Et là, du coup, elle se reconcentre sur le Gabon, qui est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Mais on l'a aussi pu le voir avec le sommet France-Afrique à Nairobi en mai, où la France, du coup, réinvestit aussi la partie anglophone de l'Afrique. Oui, le sommet s'appelait d'ailleurs Africa Forward en anglais, pour peut-être essayer d'avoir d'autres relations avec les autres pays du continent, notamment les pays anglophones, les pays aussi lusophones. Et justement, cette opération séduction envers les autres pays du continent, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on a vu lors de ce sommet quand même une attitude très coloniale de Emmanuel Macron qui demandait aux gens qui parlaient dans la salle de se taire, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Est-ce que finalement, chasser le naturel et revient au galop, la France ne retombe pas dans ses travers, même en essayant d'aller draguer d'autres pays africains? Effectivement, je pense que le bilan qu'on peut tirer de cette dernière saison de la France-Afrique, c'est vraiment que là, on revient à des pratiques traditionnelles, on va dire. Pour citer vraiment que deux exemples très récents, l'exfiltration du président malgache en octobre 2025, alors qu'il y avait des manifestations de la Gen Z et qu'il aurait potentiellement dû faire face à la justice de son pays, c'est des pratiques france-africaines limite du siècle dernier, quoi.
Le deuxième exemple, typiquement, voilà, le sommet France-Afrique à Nairobi, c'était aussi l'expression la plus manifeste du maintien de cette asymétrie-là et aussi l'intervention de l'armée française pendant la tentative de coup d'État au Bénin en décembre 2025. Enfin, on est vraiment retourné dans ces travers-là. Et je pense que, oui, peut-être que l'actualité internationale pousse la France dans ses retranchements et c'est pour ça que ça l'a fait reconnecter avec ses vieux travers, ou alors que ça lui permet d'être tout simplement dans un colonialisme décomplexé. Après, c'est vrai que je pense la réorientation de la France vers la partie anglophone de l'Afrique, elle n'est pas si nouvelle que ça non plus, dans le sens où c'est vrai que la France a toujours cherché à sécuriser ses intérêts en dehors de son précaré. La France a soutenu le régime de Mobutu en RDC, la France a été complice de l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Mais c'est vrai que peut-être aujourd'hui, comme je disais, toujours dans cette perspective de blanchiment mutuel, il y a besoin de trouver des nouveaux débouchés dans ce système néocolonial. Et donc, effectivement, la France, elle s'est rapprochée beaucoup du Kenya récemment. Elle a renforcé sa coopération militaire avec cet État, alors qu'il était dans une vague, encore une fois, de répression et de resserrement autoritaire de l'espace civique. Donc ouais, non, en fait, c'est surtout une stratégie, je pense, en fonction des critiques aussi qui sont portées sur le continent. Typiquement, il y a eu une résistance populaire assez forte à la tenue du sommet France-Afrique au Kenya. Donc ça dépend aussi de si on regarde les relations internationales uniquement d'un point de vue élitiste ou si on regarde aussi ce qui se passe au sein des populations. Et je pense que, d'un côté, effectivement, l'Afrique francophone, elle est aussi... elle subit comme nous l'empire médiatique de Bolloré également, avec Canal+, MultiChoice et tout. Donc c'est vrai que ça a une influence sur les opinions publiques. Mais je pense que les Africains et Africaines ne sont pas dupes. Enfin, dans la partie anglophone comme francophone, il y a des résistances populaires, il y a des dénonciations aussi et des aspirations en fait à décoloniser vraiment le continent. On se souvient justement aussi du président ghanéen qui avait montré une certaine opposition, en tout cas dans le style, face à Macron, en lui faisant passer l'idée que lui aussi il était chef d'État et donc il devait mérité certains égards, même quand on venait à parler chez lui dans son pays. Tout à l'heure, tu as évoqué la Russie. On pourrait parler également de la Chine. Est-ce que ces deux pays proposent réellement quelque chose de relation différente avec les pays africains ? Si oui, en fait, quelle est cette différence ? Alors c'est vrai que l'héritage historique de la colonisation confère en fait à la France-Afrique une dimension que les relations entre la Chine et l'Afrique ou la Russie et l'Afrique n'auront jamais. Il y a vraiment des conditions matérielles qui découlent de cette période coloniale et qui confèrent vraiment à comme je disais, à cette relation France-Afrique une dimension que les autres puissances impérialistes comme la Russie et la Chine n'auront jamais. Après, effectivement, on retrouve quand même des pratiques violentes, des pratiques extractivistes. Donc, je pense que la Russie et la Chine offrent au régime africain actuel, on va dire, des perspectives, des opportunités de mitiger la domination française historique, mais qu'elle n'offre pas des perspectives d'émancipation. On peut le voir avec l'œuvre de Wagner sur le terrain. On peut voir aussi comment les nouvelles routes de la soie chinoise et toutes ces grosses infrastructures participent aussi à gonfler les dettes des pays et comment aussi ces infrastructures comment les entreprises chinoises favorisent les populations chinoises. Donc au final, la Russie et la Chine ont aussi des activités qui ne bénéficient pas forcément aux populations locales. On a pu aussi constater l'enrôlement de force, ou l'enrôlement, on va dire, très peu honnête de certains Africains pour les envoyer sur le front en Ukraine, qui sont des pratiques qui rappellent quand même, on va dire, l'enrôlement des tirailleurs à l'époque. Donc voilà, il y a quand même un peu ce fil conducteur qui est que
on peut faire confiance à aucune puissance impérialiste en Afrique. Est-ce que justement les pays, on citait tout à l'heure les pays du Sahel qui décident justement de détacher de la France, je pourrais ajouter aussi le Sénégal qui a décidé de faire en sorte que l'armée française ne soit plus sur son territoire, est-ce qu'ils arrivent notamment à mieux s'en sortir? Est-ce que les populations vivent un peu mieux sous ces régimes-là maintenant que la France est un peu plus... a moins sa main sur le pays? Encore une fois, il faut séparer les effets d'annonce, les discours et la réalité matérielle. Effectivement, quand on regarde donc le projet de l'AES sur le papier est vraiment anticolonial, mais je me souviens avoir lu dans un article que ces 3 pays proposent de mettre en place un passeport unique pour faciliter les déplacements. Mais il s'avère que c'est une entreprise française qui a géré la biométrie, qui a récupéré le contrat pour gérer la biométrie de ce passeport. Donc en fait, on a l'impression que la France-Afrique, elle finit toujours par rattraper aussi les leaders africains qui essaient de s'en défaire. C'est à mitiger. Et effectivement, en fait, dans les 3 pays de l'AES, il y a quand même une répression qui est quand même extrêmement violente. Donc, je ne pense pas que les conditions de vie matérielle des populations dans ces pays-là se soient améliorées, malheureusement. Il y a une gestion économique, une gestion sécuritaire aussi qui est catastrophique, quoi. Et aussi, je pense que un des effets qui était assez symbolique en termes d'anticolonialisme de la part du Mali, par exemple, c'était de supprimer la langue française comme langue officielle. Je pense que ça a un effet symbolique et affectif qui est vraiment très important et très fort. Mais dans le contexte d'un marché du travail mondialisé, ça peut aussi poser question. Je sais que le Maroc a déjà fait l'expérience en fait, de produire des générations de Marocains qui ne maîtrisaient pas les langues internationales et qui ont eu du mal à s'intégrer dans le marché du travail mondialisé. Donc voilà, il y a un peu des prises de décision et des mesures qui ont été mises en place et qui ne sont pas forcément en faveur des populations. Et je pense que ça, c'est aussi une histoire de lutte des classes qui doit être menée encore une fois par les militantes de ces pays-là. Dans un monde idéal, on va essayer de se projeter dans un monde idéal, à quoi devraient ressembler justement les relations, en tout cas les nouvelles relations entre les pays africains et la France? C'est vrai qu'on a tendance à prendre la question dans ce sens-là, quelle relation entre la France et l'Afrique, mais peut-être qu'on peut poser la question, faut-il une relation entre la France et l'Afrique? On pourrait imaginer un monde dans lequel on n'a pas plus de relations qu'avec, je sais pas, le Groenland. Bien sûr. C'est vrai qu'en fait, on a tendance à naturaliser cette relation privilégiée, notamment avec cette idée de responsabilité historique de la France. Mais en fait, je pense qu'il faudrait se permettre aussi de poser la question en ces termes-là. Est-ce qu'on a envie de maintenir une relation entre ces espaces? Et aussi, c'est un travers que là j'ai depuis le début de cet entretien aussi, de dire la France et l'Afrique, alors que c'est un pays de 54 continents. C'est un continent de 54 pays. Un continent de 54 pays. Donc voilà, ça traduit aussi qu'il faut décoloniser plus largement aussi notre identité occidentale, française, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait la lumière sur tous les crimes coloniaux aussi français, tant qu'on aura des bases permanentes, des opérations militaires extérieures partout. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments concrets qui peuvent permettre d'assainir nos relations avec les anciennes colonies. Mais la classe politique française, elle est vraiment empêtrée dans des schémas, dans des réflexes, dans une culture coloniale qui appelle vraiment un travail de déconstruction assez important, je pense. Et justement, quand tu dis ça, la classe politique française, que ce soit de droite à gauche, en fait, c'est toute la classe politique française dans son ensemble qui est empêtrée là-dedans. Oui, c'est vrai que la distinction droite-gauche, elle n'a jamais été d'une grande utilité pour trouver des alliés sur les questions de colonialisme, d'impérialisme. Je pense que tant qu'il y aura cette idéalisation d'une puissance française sous quelque forme qu'elle soit au sein d'un parti politique français, ce parti politique français aura
des réflexes coloniaux, des réflexes racistes aussi. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas de parti politique qui émerge avec un discours sur le deuil de la puissance française, sur la repentance coloniale, qui est vraiment... Enfin, en ce moment, on nous rabâche avec ce besoin d'anti-repentance. Et tant que personne ne prendra le contre-pied de ça, on ne pourra même pas entamer, je pense, le chemin vers des relations d'égal à égal, vraiment, avec les anciennes colonies africaines. Je posais la question au début de cet entretien, est-ce que la France-Afrique est morte à la fin de cet entretien, on arrive à la fin. J'ai l'impression que pas du tout encore, c'est encore très vivace, c'est encore dans de nombreux pays. Et l'exemple du Gabon, tu l'as très bien expliqué, et assez... illustre très bien cette question-là. Camille, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à ces questions, d'avoir permis d'avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe en coulisses, et notamment sur cette visite du président gabonais en France, et on le disait un peu hors antenne, mais on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. C'était plus une information qui est passée quasiment sous silence, alors que tu l'as très bien rappelé. Elle arrive juste après le 14 juillet, après un discours où Emmanuel Macron, un discours de paix, un peu belliqueux aussi, et finalement, les relations avec le Gabon peuvent peut-être permettre à la France de pouvoir continuer à s'armer et à peut-être mener des guerres. Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'essentiel des programmes du média sur ses antennes, sur YouTube et bien sûr sur le canal 165 de la Freebox et 235 de la Livebox d'Orange. Je vous laisse avec la suite des programmes du média et je vous souhaite de passer une bonne journée.